Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Matcha and Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. Ce sont les crises d'angoisse. Et enchantée, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Charlotte Bédouche, j'ai 34 ans. Je suis jeune maman, c'est important de le préciser, je pense aussi pour le sujet qui vient. Et je travaille dans le monde de la musique depuis un certain temps maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà. Et quand est-ce que du coup tu as commencé à ressentir des crises d'angoisse, à sentir que c'était ça? Écoute, j'ai eu pas mal de périodes dans ma vie de forte anxiété, on va dire, sans forcément faire de crise d'angoisse en tant que telle. Ou en tout cas, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Et j'ai commencé vraiment à me rendre compte que c'était assez fort et prenant, je dirais, il y a 4 ans. Mon fils a 6 ans. Ça s'est déclenché, en fait, la première fois où j'ai eu une crise d'angoisse, où je me suis dit: «Ah là, c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça», c'était il y a 4 ans, quand j'ai fait mon premier voyage, loin de mon fils, en fait. En fait, les choses ont un peu changé au moment où je suis devenue maman. Je pense qu'il y a des choses qui se transforment un peu au niveau, au niveau Cérébral. mental. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et est-ce que déjà, un petit peu pour mettre des définitions, est-ce qu'on peut un petit peu différencier la différence entre crise d'angoisse, anxiété, stress? Parce que du coup, ça, c'est quelque chose que tu as dû savoir aussi. Ouais, tout à fait. Bah, je l'ai appris, hein. Je l'ai appris parce que je ne suis pas psy. Donc, effectivement, je me suis beaucoup renseignée et j'ai consulté 2 psys en 4 ans. Je pense que j'ai fait ce qu'on peut appeler une thérapie pendant 2 ans. J'ai stoppé et j'ai repris plus récemment vraiment sur la question de l'anxiété. Effectivement, l'anxiété, c'est un peu un symptôme un peu permanent, voire chronique, qui est un peu là tout le temps. Le stress, c'est souvent lié à un événement particulier. Donc, par exemple, on passe un examen, on a un entretien professionnel, on sait pourquoi on est stressé, pourquoi on ressent ce Et stress-là. souvent, c'est aussi moteur dans ce genre de situation. Exactement, ça peut être très bloquant. Enfin, on ressent physiquement des choses, mais par contre, oui, c'est moteur dans le sens où ça nous booste, effectivement, c'est ça que tu voulais dire. Et totalement, et ça, moi, je le vis notamment avec le track, parce que je suis chanteuse. À la fois, je peux être quelqu'un de très anxieuse, on le verra dans plein de contextes. Par contre, le track, avant de monter sur scène, il est bénéfique, comme tu dis. Mais par contre, je sais pourquoi il est là. Et en fait, l'angoisse, c'est là où ça diffère avec l'angoisse, c'est que l'angoisse, on ne sait pas pourquoi c'est là. Et ça survient. Ça survient n'importe quand, alors pas forcément n'importe quand, mais il y a des situations qui vont majorer, mais en tout cas, il n'y a pas d'explication concrète. Disons que ça surgit dans des situations où on n'est pas supposé être stressé, justement, on passe un bon moment. Et c'est ça qui est bizarre. Et toi, donc, tu dirais que tu es anxieuse chronique avec des crises d'angoisse? Exactement. En fait, disons que j'ai pas un trouble anxieux généralisé. Ça, c'est encore un autre stade. C'est vraiment des personnes qui vont souffrir au quotidien pour n'importe quoi. En gros, ça va être sujet, ça va éveiller chez eux une anxiété forte et des angoisses qui s'en suivent. Moi, j'ai plutôt une anxiété un peu continue par période, parce qu'il y a des périodes où je me sens beaucoup moins anxieuse, et ponctuée du coup de crises d'angoisse. Et en fait, c'est ce qui est intéressant de savoir et d'apprendre, surtout quand on va voir un psy, c'est vraiment le premier conseil que je donne, c'est en fait, sans anxiété, il n'y a pas de crise d'angoisse. La crise d'angoisse, elle survient parce qu'il y a une anxiété qui est sous-jacente. Et donc, en fait, la crise d'angoisse ou le trouble panique, on peut appeler ça les attaques de panique aussi, c'est vraiment le haut de la vague de l'anxiété. L'anxiété, la crise de panique, c'est vraiment le cake, la cerise sur le gâteau, et ça redescend en anxiété, et ça peut repointer en crise d'angoisse, etc. Donc, en fait, sans anxiété, il n'y a pas de crise d'angoisse. Donc, ce qu'il faut venir essayer de traiter, c'est cette anxiété-là, qui est sous-jacente et continue. Voilà. Et toi, ça survient comment chez toi, une crise d'angoisse? Enfin, ça ressemble à quoi? Alors, ça survient déjà effectivement par surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas vraiment. C'est pas des choses qui s'anticipent et c'est là où c'est déroutant, du coup. Moi, ça se manifeste vraiment physiquement, par les mains moites, des tremblements, le souffle court, comment on appelle ça, des palpitations. Et la sensation vraiment de malaise, quoi. On a l'impression qu'on va s'évanouir. Et ça dure combien de temps? Alors, j'ai appris aussi que ça pouvait pas durer plus d'un certain temps, c'est-à-dire que c'est quand même assez court, la montée dont je parlais juste avant. Entre le moment où ça monte et le moment où ça descend, ça peut durer jusqu'à 2 heures. Après, la crise de panique à son paroxysme, ça dure vraiment très peu de temps.
et encore moins quand on arrive à les gérer, quand on apprend à les gérer. Mais moi, voilà, ça peut durer, je dirais 30 minutes, en général, le temps de la situation qui cause l'angoisse. Et généralement, du coup, ça survient pas quand chez toi, c'est plutôt dehors, dans des situations extérieures. Exactement. C'est très rare que ça arrive chez moi. Ça m'est arrivé quand même parce que moi, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait d'être seule, notamment. En fait, on en parlera peut-être après, mais c'est très lié à la confiance en soi, tout ça. Hein. C'est-à-dire cette certitude qu'on sait gérer soi-même, qu'on sait gérer seul une situation de crise. Et en fait, quand on est chez soi seul et qu'on a un petit moment de panique, et ben, c'est hyper déroutant aussi. Donc ça peut arriver seul chez soi. Je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent, des gens qui sont seuls d'ailleurs. Et après, moi, c'était plutôt dans les transports en commun, dans le RER particulièrement. Ça m'est déjà arrivé dans le TGV aussi, alors que j'ai pris tellement de fois le TGV dans ma vie, je ne m'y attendais pas du tout quand ça m'est arrivé. Ça peut m'arriver aussi dans des lieux où il y a beaucoup de monde ou dans des lieux très vastes. En fait, j'ai développé une forme d'agoraphobie. Je l'ai appris aussi avec la psy. Donc l'agoraphobie, c'est important de le dire aussi, c'est contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas la peur de la foule, c'est le fait d'avoir peur de se retrouver dans une situation sans issue. Donc ça peut être aussi dans un endroit très vaste, sans personne autour. Et ça m'est arrivé aussi dernièrement. Je faisais une randonnée seule dans les Pyrénées. C'était un peu un challenge pour moi justement de faire face à la solitude et de kiffer ce moment-là seul. Et de te dire, je peux y arriver, exactement. Ça va bien se passer. Exactement. Mais ça a été ça tout le long de la montée. J'ai mis 1h30 à monter. Mais en fait, tu pensais tellement à ça. J'étais dans le mal toute la montée. Et tu sais pourquoi aujourd'hui ? Parce que vraiment, j'avais l'impression que s'il m'arrivait un truc pendant cette rando, personne n'allait venir à mon secours, quoi. J'étais seule, alors qu'il y avait des gens autour, des randonneurs et tout, mais des inconnus autour de moi, que j'étais dans un lieu très escarpé, difficile d'accès. T'as limite dissocié, en gros, aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as paniqué, tu t'es dit qu'est-ce que je fais là, s'il m'arrive un truc, enfin tu t'es fait des scénarios catastrophes. Exactement. Quoi. En fait, c'est ça, le principe des personnes angoissées, c'est vraiment je dis pas que je suis négative ni pessimiste dans la vie, hein, du tout. Au contraire, je suis assez joviale et optimiste. Mais par contre, je me pose beaucoup de questions. Et je suis très à l'écoute de moi-même aussi, et c'est là où ça peut être aussi un défaut dans certains cas, c'est que dès que j'ai un truc qui est pas normal, ou que je ressens un truc que j'ai jamais ressenti avant et tout, je panique, je me fais tout un film, et évidemment le film le plus terrible possible. Et donc quand on a un enfant en plus, une responsabilité d'adulte, etc., des enjeux quand même assez importants que d'être responsable d'un enfant, on se dit, mais là, il ne peut pas m'arriver un truc, quoi. C'est pas possible. S'il m'arrive un truc, mon fils, il va être tout seul sans maman. Enfin, voilà. On se fait des films pas possibles. Et donc, c'est vraiment, quand on essaie de se rétablir de tout ça, c'est vraiment lâcher prise sur certaines choses et trouver des outils pour essayer de surmonter ces moments-là qui sont quand même un peu difficiles à vivre au quotidien, quoi. Et quand ça t'arrive, ce genre de crise d'angoisse, est-ce que les personnes le voient autour de toi ? Est-ce que généralement, on te donne de l'aide ou tu le gères toute seule ? Pour moi, ça fait partie des handicaps invisibles presque. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. En général, les gens ne le voient pas. Alors, les proches le ressentent parce qu'on peut être un peu ailleurs dans ces cas-là. Un peu dans ses pensées, forcément, à ruminer des trucs, à essayer de gérer la situation. Moi, je sais que dans le RER, plein de fois, j'ai eu les larmes aux yeux, en fait, tellement j'étais pas bien, sans ressources, à essayer de gérer toute seule le truc, avec des inconnus autour. Mais ça ne se voit pas forcément, je pense. On m'a jamais dit, ça va, t'es en train de faire une crise d'angoisse. Non. Oui, parce que ça se voit pas. Enfin, mis à part avoir le souffle coupé. Et... C'est vraiment une sorte de sensation interne, quoi. Physiquement, ça se voit pas. Après, il y a peut-être des gens, moi en tout cas, c'est pas mon cas, mais qui font vraiment des malaises, mais j'en doute. Moi, ce que m'a dit la première consultation avec ma psy à ce sujet, c'était personne n'est jamais mort d'une crise d'angoisse, à moins d'être cardiaque et d'avoir des soucis vraiment. C'est bien déjà qu'elle dise ça. Ça m'a tout de suite fait redescendre. Pour te rassurer, voilà. C'est une bonne psy. On peut pas mourir d'une crise d'angoisse. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Ça donne la sensation que parfois, effectivement, il y a des gens qui, moi c'est pas mon cas aussi, hein, mais les gens qui vivent des crises d'angoisse vraiment hardcore, sans savoir ce que c'est, ça peut faire encore plus paniquer, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va décéder sur place, quoi. Ouais. Mais parce que... Pourquoi on a autant cette sensation ? Les palpitations, tu vois, on peut se dire, oh là là, je suis en train de faire une attaque, tu vois, je vais faire un malaise, je vais m'évanouir, etc. Alors que moi, vraiment, dans toutes les crises d'angoisse que j'ai pu vivre, qui étaient parfois un peu vraiment hardcore, quoi, à aucun moment j'ai fait un malaise. En fait, à force de le vivre aussi, et de continuer de s'imposer ça, même si c'est très dur, on se rend compte qu'on est capable de gérer. Et c'est là où on commence à se rétablir de ce genre de crise, en fait, c'est vraiment... se dire, en fait, là, je vais reprendre le RER, parce que la dernière fois, j'ai fait une crise d'angoisse, ça s'est très bien passé au final.
je suis pas morte. Ça a été, ça, voilà. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est là où il faut vraiment consulter, c'est quand on commence à développer des stratégies d'évitement de certaines situations. C'est-à-dire que moi, j'en suis venue à... C'est pas très grave hein, en soi, mais j'en suis venue à me dire, je vais plus au taf en RER, c'est fini, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je panique, je suis pas bien, je vais essayer de pas être trop toute seule trop souvent. En fait, tu commences à développer des stratégies qui te permettent plus de faire face à ça. Et du coup, en fait, c'est pas la bonne stratégie pour te rétablir. En fait, c'est pas possible. Donc, au contraire, il faut faire face à ces situations-là, mais par contre, en étant accompagné par une psy. Moi, c'est une psy spécialisée en thérapie cognitive comportementale, donc qui vient aussi déprogrammer des choses. C'est ACT ou c'est TCC. TCC, ouais. C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle vient vraiment de façon concrète t'expliquer ce qui t'arrive quand tu fais une crise d'angoisse. Et puis elle te dit aussi, le but d'une TCC, c'est de te confronter aussi du coup à tes propres traumatismes. Donc par exemple, si tu as peur d'aller dans l'erreur, de faire une crise d'angoisse, elle va te dire, en fait, vas-y. Exactement. Et c'est toute la difficulté de la thérapie, c'est qu'il faut accepter aussi d'aller face à ce qui nous fait peur, Exactement. etc. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, après, quand on est angoissé, on développe aussi l'angoisse d'angoisser. Et ça, elle en parle aussi, la psy. Hein, tu vois, vraiment le côté un peu, le cercle vicieux, où tu te dis, ah, mais je vais pas aller là-bas, t'imagines si je fais une crise d'angoisse, machin et tout. Donc en fait, tu es déjà dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Donc tu es déjà dans l'anxiété pure et dure, alors qu'en fait, faut y aller, en fait. Mais du coup, dans ce que tu disais sur le fait que justement, ça ne s'anticipe pas, ça me fait un peu penser que du coup, y a peut-être aussi un truc où tu as peur de lâcher prise, ou peur Complètement. Peur de ne pas pouvoir contrôler du coup. C'est exactement ça. En fait, moi, vraiment, j'ai appris en thérapie, notamment, et puis en introspection aussi, que j'avais vraiment du mal à lâcher prise sur plein de choses. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, en fait. Et donc, ça ne sert à rien. C'est facile à dire, encore une fois, hein, je le dis, mais je ne l'applique pas forcément. Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler des choses qui sont incontrôlables. Et c'est ça qui va générer du stress, c'est d'être en lutte permanente avec des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc il faut lâcher prise. Et moi, c'est là-dessus que j'essaie de bosser au quotidien. Et bon, quand on a un enfant, déjà, on apprend à lâcher prise sur plein de choses. Dans les scénarios catastrophes, quand on a un enfant et tout. Et on est des humains, l'alerte, littéralement, c'est ce qui fait de nous des humains aussi. Exactement. Et c'est ça. C'est se reprogrammer aussi dans l'autre sens. C'est ça. Il peut y avoir ça, effectivement, ça peut exister. Le danger, il existe partout. Mais dans ce cas-là, en fait, tu fais plus jamais rien, en fait. C'est une régulation, quoi. Exactement. Et en fait, ce que m'a dit ma psy, et c'est très juste, en fait, les crises d'angoisse surtout, au-delà de l'anxiété, c'est vraiment une fausse alerte que t'envoie ton cerveau. Ton cerveau, il est... Et c'est toi qui l'auto-génère. Enfin, c'est toi, c'est ça, oui. tu l'alimentes, mais en plus, en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment un dysfonctionnement, ce qu'elle m'a expliqué, entre le système sympathique et parasympathique notamment, qu'il va falloir revenir rééduquer, reprogrammer petit à petit pour gérer cette anxiété. Mais la crise d'angoisse, c'est une fausse alerte. Le corps t'envoie d'un coup... comme un voyant moteur qui viendrait à cause juste d'un faux contact et pas d'un vrai problème de moteur de voiture. Vraiment, faut essayer de ne pas en tenir compte. Et en fait, plus on va passer au travers de cette crise d'angoisse, plus on va se dire « non mais c'est bon, j'en tiens pas compte, je fais autre chose, je détourne mon attention de ce truc-là » et moins les crises d'angoisse vont revenir. Ça, c'est vraiment dans la guérison. On peut pas appeler ça vraiment de la guérison parce que tu guéris pas de l'anxiété, mais... Dans le processus de rétablissement, on va dire, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer de travailler, ça. Vraiment le côté... essayer de pas prêter attention à certains signaux, parce que plus tu prêtes attention, plus ton corps il va se dire « Ah, mais en fait, elle était utile, cette alerte, parce que la personne a réagi comme ça, etc. » Non, elle n'est pas utile. Il faut faire le tri, en fait. Le cerveau nous envoie des messages, parfois... tout ne nous appartient pas, quoi. Faut laisser passer. Et c'est vrai que ça s'apprend, surtout avec un psy, hein, vraiment, c'est encore une fois... indispensable, même pour des gens juste anxieux qui ne font pas de crise d'angoisse, qui ressentent une anxiété assez régulièrement et tout. Il ne faut pas hésiter à aller en parler, quoi, vraiment, pour trouver des solutions. Et comment tu fais du coup pour gérer, là tu disais que tu as un enfant du coup, comment tu fais pour gérer l'anxiété que tu peux ressentir par rapport à lui ? Justement, le défaut que je peux avoir, en tout cas ce dont j'ai peur, c'est de lui transmettre une forme d'anxiété. Et tu sens là que pour l'instant... Non, ça va. Alors, c'est quelqu'un d'assez froussard, on va dire. Et je l'étais aussi quand j'étais petite. Donc je ne sais pas si c'est lié à moi, à son père, ou j'en sais rien. Mais il se méfie. Mais en tout cas, c'est pas mal pour un enfant de cet âge-là d'être curieux, mais de se méfier quand même.
Pour autant, j'ai pas envie de lui transmettre une espèce de survigilance qui serait pas forcément nécessaire. Donc j'essaye beaucoup de le rassurer. Moi, je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui exprime beaucoup ses ressentis, ses émotions. Donc ça, c'est vraiment important aussi, je trouve, d'éduquer nos enfants à parler librement de tout, en fait. Vraiment de tout, tout ce qui nous traverse, même si c'est encore une fois plus simple à dire qu'à faire. Mais je trouve que c'est important Et d'ailleurs, je lui dis, ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse très rarement, mais ça m'est arrivé avec lui, notamment dans le TGV, où il était en train de me parler. Tu lui dis que là, c'est en train de t'arriver. Ouais, en fait, il y a un moment donné, on était dans le TGV, donc pareil, encore une fois, je suis habituée à prendre le TGV, il n'y a aucun stress pour moi, a priori. Et en fait, le côté sans issue du train, avec mon fils et tout, d'un coup, c'est monté. Je ne sais pas pour quelle raison, comme d'habitude, voilà. Et je lui ai dit, écoute, là, maman, elle est très stressée. Je ne lui ai pas dit angoisse ni rien, parce que ces mots-là, à 6 ans, c'est un peu... c'est pas très clair, quoi. Et je lui ai dit, et il m'a dit très justement... On allait chez mon père dans le sud, et je lui ai dit, je suis un peu stressée et tout. Et je lui ai dit, tu sais, des fois, maman, elle est un peu stressée quand elle est dans un endroit inconnu. Et c'est ça, souvent aussi, c'est l'inconnu, le fait de ne pas pouvoir, encore une fois, anticiper. Parce que là, c'était le train Oui. En fait, c'est la situation qui était un peu... c'était pas inconnu, mais c'était un peu une situation qui m'a déstabilisée à ce moment-là. Pas familière, quoi. Pas familière. Je sais pas pourquoi il y avait un côté un peu... j'étais pas à l'aise. Et donc, je lui ai sorti ça, ce qui n'était pas vrai. Et il m'a tout de suite repris. Il me dit, mais maman, chez papy, c'est pas inconnu. Tu connais chez papy. T'es trop chou, très pragmatique. Je dis, bah oui, t'as raison, je sais pas pourquoi je stresse. C'est fou, des fois, les enfants, Et ça m'a fait redescendre direct. Je dis, mais c'est vrai, je suis complètement à l'ouest. Non, mais voilà, c'est important de leur dire, de traduire vraiment... de traduire les choses littéralement, en fait. Et d'arrêter d'essayer de cacher ses émotions auprès de ses enfants. Vraiment, c'est un truc que je défends, même s'il ne faut pas tout leur dire, évidemment. Puis il faut essayer d'envelopper les choses avec des mots qu'ils comprennent. Mais c'est important de l'exprimer aussi au plus petit, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on commence à préparer le matcha? Allez, vas-y. Parce qu'il nous attend depuis tout à l'heure. Il a refroidi depuis. Toi, tu as déjà bu du matcha? J'adore ça. Je bois que ça. On en parlera peut-être après, mais j'ai arrêté le café au profit du matcha. Pourquoi? Après, j'étais pas une grosse buveuse de café. Tu sens les effets? Écoute, en fait, moi, je suis passée au matcha surtout pour le syndrome prémenstruel. Okay. Disons que je voulais absolument éviter la caféine pour éviter justement d'avoir un excitant un peu inflammatoire et tout, voilà. Donc, je suis passée au matcha et a priori, quand même, avec la L-théanine qu'il contient, il est quand même beaucoup plus adapté aux personnes notamment anxieuses. Je suis contente de t'entendre dire, voilà. Franchement. Donc, je ne bois plus que ça le matin. Après, j'en abuse pas non plus parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de la caféine. Ouais. Et en plus, ça peut être anémiant. D'accord. Tu vois, je ne savais pas ça. C'est vrai? Non. Okay. Comme c'est du thé vert, mais très concentré, en fait, si tu le bois à jeun, c'est comme un café, quoi. Faut éviter, faut le prendre plutôt après manger ou un truc comme ça. Okay. Après, c'est des petits détails, hein, mais et généralement, ils préconisent de ne pas le prendre en mangeant, parce que ça absorbe le fer. Ça absorbe le fer. Ah oui, ok. Donc, par exemple, pendant les règles, il faut en boire un peu moins ou limite, tu vois, je savais pas limiter sa consommation. Parce qu'il y a plein de femmes en fait, qui ont fini aux urgences quoi, à force de boire des matchas parce qu'elles en buvaient trop. Ouais, tu vois, putain. Voilà. Ça va, t'aimes bien le matcha? Très bien, très bon. Je valide. Trop cool. Est-ce que, du coup, tu aurais un exemple d'une crise d'angoisse que tu voudrais raconter? Le dernier en date, c'est pas exceptionnel, hein. Il y a rien de... C'est pas l'anecdote de fou. Mais bon, c'est un peu le truc... je pensais être assez zen et être dans une période plutôt calme, plutôt sereine, etc. Et en fait, c'est là où les crises d'angoisse, c'est très frustrant aussi pour les gens qui les vivent, parce qu'on s'y attend pas. Et du coup, j'étais à la salle Playel pour un concert. Donc, je vais voir beaucoup de concerts, vu que je bosse dans la musique. Au-delà du fait d'être sur scène, je veux aussi apprécier pas mal de concerts. Et en fait, j'avais réservé des billets au dernier balcon. Quand j'ai réservé, j'ai regardé le plan de la salle et tout. Je me suis dit, oh, ça va, nickel et tout. Et en fait, arrivé sur place, on a monté les étages, monté. Donc, c'est un sas avec des escaliers, le grand ascenseur au milieu. Et donc, pas d'issue, tu vois. Et je me disais, en montant, je disais, mais putain, c'est super haut et tout. On va jusqu'où, là, en fait? Ça a commencé à monter. Tranquillement, je dis, oh là là, purée, je vais mal me sentir et tout, c'est sûr.
Et arrivé là-haut, en fait, j'ai eu vraiment une sensation de vertige. Ouais, c'est vrai que c'est une salle assez Et puis particulière. c'est très pentu, en fait, Oui. au-delà du dernier balcon qui est déjà Et tu haut, vois tout le monde. il y a les gradins qui sont très hauts, tu as la vue sur la fosse blindée de monde, Oui. et la scène qui te paraît ultra loin. Ouais. Et donc là, j'ai une sensation vraiment de vertige et un peu d'agoraphobie aussi, dans le sens pas d'issue, tu vois, t'es vraiment super haut et tout. La sensation de vertige m'a vraiment déstabilisée et je me suis dit, là, je vais pas profiter du concert en fait. Donc je commençais à avoir les mains moites, j'avais mon frère avec moi, je lui ai dit direct, franchement, le concert, je peux pas rester là en fait. Vraiment, ça me. Donc là, j'avais vraiment une sensation de vertige au sens littéral du terme Ouais. aussi, hein, vraiment la tête qui tourne et tout. Et comme Ouais, c'est vrai que la salle, elle est assez particulière. Ouais, franchement, je me souvenais pas du tout de ça. La dernière fois quand j'étais allée, j'étais plus bas. Bah, du coup, j'ai demandé aux ouvreurs de me placer plus bas, en fait. Et je pense qu'ils ont l'habitude, mine de rien, en fait. Oui, parce que la salle est... Il y a beaucoup de gens, de toute façon, qui souffrent de vertige, d'agoraphobie, en fait, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ils t'ont mis plus bas? Ils m'ont mis plus bas et c'est allé beaucoup mieux, mais j'ai mis du temps à redescendre quand même. En plus, du coup, j'étais toute seule en bas. J'ai même pas pu regarder le concert avec mon frère et tout. Ouais, j'étais un peu deg, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, s'ils me descendent pas, je vais être obligée de partir. Ça me faisait un peu suer, donc voilà. Donc bon, j'ai pas évité la situation en tant que telle, parce que j'aurais pu partir complètement de l'endroit. Mais j'ai trouvé un petit stratagème pour essayer de faire redescendre l'angoisse. Mais c'est cool, ça a marché en plus. Ouais, voilà, ça a marché. Mais bon, après, du coup, ça m'a un peu foutu un coup au moral. Je me suis dit, putain, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, tu vois, genre tout allait bien et tout. Donc, Après, je pense que la clé, c'est de pas aussi trop se culpabiliser. Tu vois, exactement. Parce que, en vrai, la salle, elle est prétexte aussi à avoir du vertige. Enfin, c'est OK, quoi. C'est ça, exactement. Faut pas être trop dur avec soi-même. C'est ça. Il faut se dire, OK, bon, bah là, du coup, si j'ai eu cette crise d'angoisse, ça veut dire que je suis quand même un peu anxieuse au fond. Tu vois, comme ce que je disais tout à l'heure, t'as pas de crise d'angoisse sans anxiété. Donc, il y a vraiment aussi un travail sur soi à continuer à faire au quotidien, en fait, vraiment, pour gérer tout ça. Voilà. Et après, je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, j'ai pas mal regardé, du coup, par rapport au cerveau des personnes anxieuses et tout. Et en fait, c'est vraiment lié au fait que l'anxieux, il pense plus vite. Il pense plus vite que la moyenne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus intelligent, justement, mais c'est qu'il va faire des connexions plus vite et souvent, et ses pensées vont être souvent tournées pas vers le négatif, mais c'est un peu ça quand même. Les pensées, elles vont se connecter, mais pour imaginer le pire, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on me le dit souvent que je suis speed. Tu vois, et que, en fait, j'ai, encore une fois, pareil, comme tu dis, rien à voir avec l'intelligence, hein, mais vraiment, je sais que dans ma tête, des fois, je passe du coq à l'âne assez vite, tu vois. Je suis un peu speed. Un peu TDAH. Alors, non, je suis pas diagnostiquée, non, du tout. Et puis, je pense pas, honnêtement, tout le monde en parle en plus en ce moment de ça, et tout le monde se dit TDAH sans diagnostic. C'est ça. Ce qui est quand même pas fou. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, bientôt, on va découvrir que toute l'humanité est TDAH. Oui, ça veut tout et rien dire. À partir du moment où tu n'as pas de diagnostic, déjà, faut éviter de dire ça. Les troubles autistiques, pareil. Je pense que les gens essayent de se comprendre aussi, essayent de comprendre leur fonctionnement. Et moi, vraiment, le but, quand j'ai créé ce podcast, c'était de pouvoir, du coup, proposer des profils qu'on puisse se retrouver dedans et que ça puisse être intéressant aussi pour les personnes. Et inviter des personnes, généralement, oui, qui ont été diagnostiquées, c'est mieux. Bien sûr. Comme ça permet de vraiment montrer les différents profils à chacun et se dire, bon, bah voilà, est-ce que moi, je me rapproche plus de ça parce que TikTok, c'est bien, mais des fois, en effet, on peut un peu s'auto-diagnostiquer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, dans le champ de la santé mentale, un gros souci, je trouve. Ouais, effectivement, en fait, si on veut en savoir plus sur soi, c'est super d'aller se renseigner. Tu vois, moi, j'adore m'informer, apprendre plein de choses, justement, sur la question de la santé mentale. Mais par contre, il n'y a rien de mieux que d'aller consulter, en fait. J'ai vu un premier psy où là, j'ai vraiment fait une thérapie, j'ai vraiment parlé de ma vie, de mon passé, de mon présent, etc. Là, sur la thérapie cognitive comportementale, je raconte très peu de choses, en fait, sur ma vie. Bon, déjà parce que j'ai traité les sujets épineux auparavant, et surtout parce qu'on vient traiter vraiment un axe, c'est-à-dire l'anxiété et les angoisses, et tout ce qui peut s'en découler. En fait, on vient pas vraiment... on vient un peu aborder les causes ou les traumatismes ou les choses qui peuvent mais c'est pas générer, mais on vient plutôt au présent. Voilà, on vient plutôt outiller. Et en fait, moi, elle m'a vraiment transmis des outils que je peux citer ici, hein, en gros, elle m'a dit direct, pour soigner l'anxiété, il y a trois choses. Et trois choses, il n'y a pas d'autre chose. Il y a vraiment que trois éléments qui peuvent soigner l'anxiété. La respiration,
Ça paraît con, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc la cohérence cardiaque, je pourrais donner plus de détails tout à l'heure. Le sport et en dernier recours, les traitements médicamenteux. C'est les 3 uniques choses qui peuvent essayer de diminuer l'anxiété. Pas forcément la guérir, mais diminuer. Et effectivement, il y a plein d'études qui le montrent. Voilà, donc vraiment, en Tout fait, en ayant un accompagnement aussi. Exactement, bien sûr. Et après, évidemment... Ça, c'est des outils, mais il faut traiter la cause aussi. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'angoisse, il n'y a pas de cause précise au moment où ça nous arrive. Par contre, elle est générée par une anxiété qui est là pour des raisons particulières. Et c'est là où la psychothérapie ou la psychanalyse ou autre peut aider justement à aller comprendre pourquoi on est anxieux. Pourquoi on a ces craintes-là. Et toi, aujourd'hui, tu as fait un travail du coup thérapeutique sur toi. J'imagine peut-être tu as pu avoir des pistes de pourquoi tu avais ça. Et malgré peut-être d'avoir mis le doigt dessus, ça t'aide pas, enfin ça n'enlève pas ton anxiété par magie, quoi. Non, tout à fait. Ça, de toute façon, encore une fois, tu ne guéris pas de troubles mentaux, tu te rétablis. Ça, je l'ai appris aussi en formation premier secours en santé mentale. Très intéressant et je pense que tout le monde devrait faire ce genre de formation. Non, tu comprends pourquoi tu es anxieux, inquiet, etc. Après, c'est juste une histoire d'hygiène de vie, de rythme de vie, d'accepter de lâcher prise. Enfin, c'est un travail vraiment sur soi, qui est long, en fait, je pense aussi, quoi, qui dure toute une vie presque. Donc, et puis, c'est par période. En plus, après, tu as tous les contextes, l'environnement dans lequel on vit aussi, qui est pas simple, qui peut majorer ou créer de nouvelles sources d'anxiété. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, par exemple, tu parlais du RER, il y a beaucoup de gens qui disent que Paris et les grandes villes les rend anxieux parce que déconnexion avec la nature, beaucoup de monde, au mètre carré, on se fait bousculer, enfin, c'est assez anxiogène quand même. Bien sûr, ouais. Et je pense que même pour des gens qui de base ne sont pas anxieux, ils peuvent le devenir. Ah, tout à fait, ouais. Il y a de plus en plus de gens anxieux qui souffrent vraiment de ça, quoi. Et en fait, j'y réfléchissais avant de venir. En fait, il y a aussi cet environnement transport en commun et cet environnement de la société actuelle. Tout le monde est sur son téléphone. Exactement. Moi, je vois des fois, je pose mon tel, j'essaie de regarder et j'essaie de me forcer à pas le regarder parce que je me dis c'est triste déjà. Et en plus, dans le cerveau de quelqu'un qui est anxieux, qui est angoissé, moi, la première source d'angoisse, c'est là, il m'arrive un truc dans le RER, personne n'en a rien à faire. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Il y a plein de gens qui viendraient à mon secours et tout, mais je m'imagine encore une fois le pire. Aujourd'hui, je pense qu'on manque vraiment de bienveillance les uns avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ne comprennent pas ce que c'est que l'angoisse aussi. Même dans les entourages proches, c'est ça aussi que je recommande, c'est de s'entourer de gens qui sont à l'écoute. Pas qui comprennent forcément ce que tu vis, mais qui savent juste t'écouter. Et en fait, pour quelqu'un d'anxieux, c'est déjà hyper précieux d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui te dit, écoute, je suis là, si tu as quoi que ce soit, tu m'en parles. C'est hyper important et de ne pas être dans le jugement, de pas... Quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, par exemple, dans le RER, qui vous dit bon, bah là, je suis pas bien, je fais un malaise, c'est une crise d'angoisse, voilà. La meilleure solution pour l'aider à sortir de sa crise d'angoisse, c'est de détourner son attention. Donc ça va être de lui dire ah, et vous travaillez dans quoi? Vous avez quel âge? Ah, et là, vous alliez où au travail? Vous cherchez votre enfant? En fait, le fait de détourner l'attention de la personne, ça va vraiment l'aider aussi. Et moi, c'est ce que font mes proches aussi, tu vois. Au restaurant, j'ai une crise d'angoisse. C'est cool. Bah, mon mec, il va me dire au fait, on fait quoi déjà vendredi prochain, machin. Tu vois, il va aborder un sujet. Il sait, du coup, tu lui as dit. Il sait, bah, bien sûr. Moi, je l'ai dit à tous mes proches. Hein. J'ai aucune honte à dire que. Oui, mais du coup, c'est chouette. Enfin, c'est lui qui a trouvé la méthode ou c'est toi qui lui as dit? C'est moi qui lui ai dit parce que la psy m'a conseillé de faire ça aussi. Elle m'a dit en fait, crise d'angoisse, détournement d'attention. Et les écrans, malheureusement, c'est là où c'est un cercle vicieux dans le RER. Pourquoi tout le monde est sur son écran? Pour éviter de stresser. En fait, les écrans, ça vient solliciter des parties du cerveau qui empêchent en fait les crises d'angoisse, tout ça. Enfin, je ne sais pas expliquer scientifiquement comment, mais vraiment... déjà, ça crée de la dopamine. Voilà, c'est ça. Et donc, ça vient détourner l'attention et c'est le meilleur moyen, en cas de crise d'angoisse, d'esquiver le truc. Alors moi, je ne suis pas pro-écran. Pour le coup, j'essaye aussi d'arrêter un petit peu quand il faut. Mais effectivement, ça marche bien. Et tout ça pour dire que vraiment, quand les proches entourent bien, sont à l'écoute, savent gérer aussi la crise de l'autre quand elle arrive, c'est important. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui disent ah, mais pourquoi tu es stressée? Je comprends pas, tout va bien en ce moment dans ta vie. Ou alors, moi, on m'a déjà dit, hein, tu t'inventes des problèmes. Super agréable. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment
essayer de pas juger et faire la distinction entre stress et angoisse. Vraiment. Ça, L'angoisse, tu auras beau demander pourquoi tu es angoissé à quelqu'un qui est angoissé, elle ne saura pas te dire pourquoi. C'est trop vague, c'est trop abstrait. Donc voilà, c'est tout un... Et on va pas parler que des transports en commun, mais c'est vrai que le fait d'avoir son téléphone, c'est aussi un filtre, une barrière sociale, quoi. Et le truc, c'est que du coup, maintenant, on est plus très à l'aise même de juste se regarder, de se parler. Exactement. Et ça crée un truc assez étrange, je trouve, dans les transports en commun où Ouais. en fait, on n'arrive juste plus à faire société, à se parler. Ouais, franchement, et c'est très anxiogène. C'est un peu triste. Et c'est assez anxiogène. Et d'ailleurs, dès que je pars de Paris et que je vais dans des plus petites villes, des villages et tout, je me rends compte qu'en fait, les gens, ils sont différents, quoi. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus jour et la nuit. Hein. Oui. C'est pas non plus. Oui, la société est ce qu'elle est. Elle la est société partout, ouais. mais c'est juste que c'est un peu moindre quand on quitte les grandes villes, j'ai l'impression. Ouais. Et après, j'ai pas été beaucoup à l'étranger, mais peut-être, je sais pas, peut-être c'est partout pareil, dans les grandes villes, mondialisées, avec le téléphone. En tout cas, c'est intéressant quand on est dans les transports de lâcher son téléphone et d'observer autour de soi ce qui se passe. Je fais tout le temps ça. Et c'est un peu flippant, parce que tout le monde est comme ça, mais vraiment. Et ou alors les gens lisent. Moi, les gens qui lisent, je me sens de plus en plus à côté d'eux. De plus en plus. Et moi, moi y compris, tu vois, en essayant de ralentir le téléphone, on m'incite beaucoup dans mon entourage, et je les remercie, à lire plutôt que de regarder son téléphone. Oui, parce que ça, pour le coup, ça c'est prouvé que ça détend vraiment. C'est ça. Et que ça, et aussi lire, on dit lire 20 minutes par jour, ça fait du bien à ton cerveau. Je pense que c'est bien pour l'anxiété générale. Voilà. Par contre, en cas de crise d'angoisse, la lecture, ça fait rien du tout. C'est vraiment le côté écran qui vient en fait solliciter plusieurs sens en même temps, qui est vraiment utile pour détourner son attention. Et donc du coup, si tu fais une crise d'angoisse dans les transports en commun, tu vas regarder. Regarde une petite série légère ou une petite vidéo YouTube, un truc comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des conneries. En fait, ma psy m'a dit regardez un truc léger. Même les podcasts, ça marche d'ailleurs. Le fait d'entendre et de se concentrer sur un truc. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop scientifique ou trop poussé, que ça fasse trop réfléchir, justement. Parce que ça a tendance à stresser encore un peu plus. Vraiment un truc léger qui vient détourner l'attention. À ton avis, pourquoi il y a des films et des vidéos dans les avions ? C'est sûr que c'est justement pour que les gens ne stressent pas. Ouais, c'est pour focaliser son attention. Je pensais que c'était pour divertir, moi. Évidemment, il y a de ça aussi. Mais vraiment, il y a un truc... Je n'avais pas pensé à que ça pouvait... Si, en fait, ça vient vraiment te focaliser ton attention. Tu ne vois pas le temps passer, évidemment, ça te divertit. Parce que pour les longs courriers... aussi détourner l'attention du stress, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion. C'est vrai. En même temps, moi, je trouve que l'avion, c'est... moi, concrètement, c'est un truc là... je ne me vois pas du tout dans les mois à venir prendre l'avion seule. Toute seule, ouais. Okay. Enfin, je sais d'avance que je vais être en panique. Et dernière crise d'angoisse aussi que j'ai faite, c'était avant de passer une IRM. Ça, c'est un truc... j'ai pas kiffé non plus. Voilà. J'étais dedans, j'ai pas kiffé. Voilà. Après, encore une fois, si tu assumes ton truc, tu dis, OK, bon, de toute façon, je suis angoissée. Alors oui, ça va durer 15 minutes, ça va passer très vite, mais ça va être un moment compliqué. Que tu arrives et que tu le dis direct, les gens vraiment, en général, prennent soin de toi et sont cool. Et ça s'est très bien passé au final. Donc, faut réussir à en parler aussi. C'est important de le dire, même au boulot ou quoi, de dire là, je me sens pas très bien, je suis un peu angoissée. Ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois, RER, crise d'angoisse sur la ligne B. J'ai envoyé un texto à un collègue à moi pour lui dire écoute, est-ce que toi, t'es dans le train ? Je t'attends à Châtelet et on fait la fin du trajet ensemble parce que je viens de faire une crise d'angoisse, tu vois. Donc lui, il savait pas trop bien ce que c'était. Il m'a proposé de boire de l'eau et tout, tu vois, genre. Bon, ça va pas changer. Mets tes jambes en l'air. C'est ça. Bon, voilà, les gens, en gros, en général, ils confondent ça avec les malaises vagos, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, être avec quelqu'un, ça vient détourner l'attention, encore une fois, et ça vient faire passer plus vite la crise aussi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir en parler. Pas avoir honte, en fait. Il y a plein de gens qui souffrent de ça, vraiment, à des niveaux très différents. Moi, je parle de ça, je suis évidemment pas la pire. Il y a des gens qui sont vraiment handicapés par ça au quotidien. Oui, en fait, je pense que c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Complètement. Et je pense qu'il y a énormément de personnes aussi qui souffrent d'anxiété, ne serait-ce que par rapport à eux-mêmes, se dire non mais là si je vais à tel endroit. Et du coup, moi c'est vrai que j'ai pas mal essayé, j'essaye de faire ça. Je sais pas trop comment le qualifier, mais je regarde les gens dans les transports et je me dis... Et surtout, j'ai réussi à repérer aussi des signaux de stress. Par exemple, chez les mecs, c'est un peu marrant. Quand tu t'approches d'un mec et qu'il n'ose pas trop te regarder, machin, en fait, la jambe, elle commence à trembler. Il commence à faire ça. Ah ouais ? Ouais.
J'ai remarqué. C'est nerveux, quoi. C'est nerveux. Et ils arrêtent au bout de, je sais pas, 1 minute où t'es assis et ils voient qu'il se passe rien, quoi. On est tous plus ou moins nerveux, stressés. Et j'ai vraiment remarqué des trucs comme ça. Je suis en train de outer tous les mecs que j'ai croisés dans les transports. Mais ouais, non, j'ai remarqué ça. Et du coup, je pense que tu te dis, au final, tout le monde est stressé, tout le monde a peur du regard des autres et tout. Bon, après, en effet, il y a des degrés. Pour les gens, c'est plus handicapant que d'autres et ça devient des maladies. Ouais. Mais je pense que ça aide aussi quand tu te dis que finalement, tout le monde peut ressentir différents degrés et tout, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie aussi très saine. Enfin, tu vois, moi, je suis pas handicapée au quotidien, tu vois. Alors, c'est par période, hein. Il y a des périodes où c'est à répétition, pas récemment, heureusement. Mais il faut l'accepter aussi, qu'il y ait des périodes où c'est normal d'aller moins bien, que l'humeur fluctue, que le stress et que l'anxiété changent aussi selon le contexte de vie. Tu changes de taf, tu te sépares, enfin voilà, il y a plein de contextes aussi. Donc faut vraiment pas être trop dur avec soi-même. Moi, c'est ça que j'ai appris aussi, tu vois. Parfois, je me disais, mais si j'ai une crise d'angoisse alors que je suis avec mon fils et tout, tu sais, je suis toute seule avec mon fils et tout, ça craint, quoi. C'est pas... Mais en fait, c'est normal, c'est pas grave. Bah oui, c'est pas... okay, oui, c'est ça. Donc vraiment, s'accepter, avoir confiance en soi, vraiment, c'est aussi ça, en ça que c'est intéressant, la psychothérapie et autres, c'est vraiment trouver de la ressource en soi. Et comment tu dirais qu'elle arrive à te donner confiance en toi grâce à la thérapie ? Bah justement, elle m'a donné les outils pour me sortir d'une crise d'angoisse. C'est-à-dire que, en gros, s'il m'arrive une crise d'angoisse, il faut que je respire. Ça paraît con comme ça, mais... Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça pendant au moins 5 minutes. Ça marche généralement. Ça marche. Franchement, ça fait redescendre vraiment le truc. Détourner mon attention, me mettre à regarder une vidéo, un truc. Des fois, j'appelle ma mère. Je dis, bon, je suis pas très bien là, mais voilà, je t'appelle, vas-y, raconte-moi ta journée et tout. Donc, on parle, on change de sujet. En fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment le cerveau qui mouline sur un truc pendant plusieurs minutes. Il bug, c'est ça. Il bug et il t'envoie un message qui est complètement erroné, quoi. Donc voilà, essayer de faire... Et puis, des fois, il faut y faire face et tu vis le truc et tu te dis, quand est-ce que ça passe, là ? Mais vraiment, quand tu identifies ce qui t'arrive, déjà, ça fait redescendre le truc. Quand tu mets des mots, si t'arrive un truc comme ça et que tu sais pas trop si c'est une crise d'angoisse ou quoi, tu vas consulter, t'en parles, tu mets des mots sur ce qui se passe et d'un coup, ça fait redescendre le truc. Vraiment, en parler, ça soulage vraiment d'un poids, quoi. Et tu dirais que ton anxiété, aujourd'hui, tu sais d'où ça vient ? Tu sais nommer pourquoi tu es anxieuse ? Alors, pas spécialement. J'ai l'impression de l'avoir toujours été à des degrés un peu différents. Et dans ta famille aussi, il y a des gens anxieux ? Ouais, mais pas... qui n'ont pas forcément été diagnostiqués anxieux, tu vois. Mais je pense que vraiment, mon défaut, c'est pas mon défaut, mais dans mon tempérament, il y a un côté un peu contrôle, survigilance, qui fait que j'ai développé des formes d'anxiété, voilà. Et vraiment, il y a des études qui le montrent aussi, hein, quand on devient maman, il y a un truc qui switch aussi. Parce que chimiquement, ça s'est intensifié du coup quand t'es devenue maman. Complètement. Et avant, c'était pas autant tes crises d'angoisse ? Non, avant, j'étais quand même anxieuse, mais je faisais pas de crise d'angoisse. Par contre, j'ai eu des périodes de grosse fatigue mentale. J'ai pas été diagnostiquée burn-out ni rien, donc je vais pas dire ça, mais en tout cas, c'était au niveau pro que c'était très dense. C'était un épuisement. Voilà, et qui a généré pas mal de déréalisation. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ça peut être aussi de la dépersonnalisation. Ça, je ne l'ai pas vécu. Toi, tu as vécu la déréalisation. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était avant d'avoir un enfant. Tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, du coup, c'est une forme d'anxiété, en fait. Hein. C'est lié à l'anxiété et à la fatigue mentale. Alors, à cette époque-là, je ne suivais pas encore de psy, mais je l'ai appris plus tard que c'était ça. J'en fais plus depuis longtemps maintenant. Ou vraiment, quand ça m'arrive, si ça m'arrive, je sais que c'est parce que je suis vraiment épuisée, quoi. Je suis fatiguée et stressée. En gros, c'est la sensation que tout ce qu'on voit autour de nous est irréel. Donc, il y a des objets qui peuvent nous paraître plus gros, plus petits. L'impression vraiment qu'il y a une vitre entre nous et le reste du monde. Et c'est très chelou à vivre. On se dit, oula, mais qu'est-ce que... Au début, je croyais que j'avais des problèmes de vision, de vue. Donc, j'avais été consulter un ophtalmo et tout, rien à voir. Dans votre vue, 10 sur 10, madame, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, quand tu vis un truc pareil, t'oses pas en parler pour le coup. Tu te dis, mais attends, je deviens zinzin et tout. Ouais. En fait, t'as vraiment un côté cognitif très bizarre au niveau du ressenti de ce qui se passe autour de toi. Okay. Mais voilà, quand on cherche des réalisations sur Internet, c'est totalement ça. Et en fait, c'est vraiment, ça arrive vraiment chez les personnes très anxieuses ou très fatiguées ou un peu dépassées par les événements. Voilà.
Donc ça, je l'ai vécu. C'était un peu les premiers troubles anxieux, première expérience professionnelle en plus et tout. J'étais assez jeune à ce moment-là, mais tu vois, c'était il y a 10 ans maintenant. Donc bon, c'est derrière moi. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui existent. Et c'est encore une fois, je le redis, il faut aller consulter pour mettre des mots sur tout ça. Et c'est pas une honte, ça veut pas dire qu'on est fou, ça veut pas dire qu'on a un problème psy. Voilà, c'est juste des troubles. Et encore une fois, il y a plein de gens qui souffrent de ça, et qui n'en parlent pas ou qui savent pas que c'est... Puis en fait, des fois, moi, je trouve que c'est juste tout simplement s'intéresser à notre fonctionnement. Exactement. Parce que, enfin, je veux dire, on vit avec nous-mêmes au quotidien, toute notre vie. Ouais. C'est quand même sympa de savoir comment on fonctionne. Ouais. Est-ce qu'on peut être mieux adapté à la société? Est-ce qu'on peut être mieux adapté pour être avec nos proches? Est-ce que juste on peut être une meilleure personne pour nous et pour les autres, quoi. Exactement. Et je trouve ça trop chouette pouvoir faire ça. Toi, tu trouves qu'elle t'a beaucoup aidé, du coup Ouais, carrément. Et puis, je trouve que c'est, encore une fois, je défends le fait de consulter des psys. Tout le monde, même les gens qui ne souffrent d'ailleurs de rien. Enfin, qui ont l'impression de souffrir de rien. Allez parler à des gens, parce que des fois, nos proches ne sont pas forcément toujours de bons conseils. Parfois, ils sont dans le jugement et ça ne nous aide pas. Parfois, ils sont très à l'écoute. Et puis, il y a un filtre, il y a un filtre affectif. C'est ça. Et puis, parfois, ils sont dans l'écoute, mais bon, on n'a pas envie de leur infliger non plus tous nos problèmes. Les pauvres, c'est parfois un peu lourd à porter. Donc, c'est super d'aller voir quelqu'un. Et vraiment, je sais pas, t'as mal au genou, tu vas voir ton kiné. C'est la même chose avec la tête, en fait. Vraiment. Et comme tu le dis, moi, c'est parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Oui, tu aimes bien connaître ton fonctionnement aussi. J'adore savoir ce qui se passe. Pareil. Pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe chimiquement, avoir des vraies explications concrètes. Alors, quand on n'a pas d'explication à me donner, je suis là, ok, bon, du coup, tu es un peu déstabilisée. Mais, et la TCC, c'est vraiment ça. On vient t'expliquer concrètement ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là. Et comment tu peux contrer ce truc-là. Mais du coup, c'est cool parce que ça te rend des outils. Ça te rend le contrôle sur toi. Exactement ce que j'allais dire. Donc, pour quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle, c'est pour ça que c'est rassurant et que ça marche. C'est ça. Mais à la fois, il faut quand même apprendre à lâcher prise. À se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Oui, vous travaillez sur les deux, en fait. C'est ça, ouais. Être outillé, vraiment, ça permet de... Et effectivement, depuis que ça fait 1 an que je la vois, vraiment pour ça, depuis que je la vois, effectivement, j'ai beaucoup moins de crises d'angoisse rapprochées, tu vois. Tu la vois à quelle fréquence ? Je l'ai vue beaucoup, 2 fois par mois. Ok. Donc 1 semaine sur 2. Après, j'ai un planning très chargé, donc je ne pouvais pas faire plus de toute façon. Et là, ça doit faire 4 mois que je ne l'ai pas vue, tu vois. Donc, et c'est parce que c'est toi qui as décidé Ouais, parce que la dernière fois où j'y suis allée, j'avais pas grand-chose à lui dire. Alors des fois, ça peut être très bien aussi. Des fois, t'as l'impression d'avoir fait le tour. C'est ça. Et elle non plus ne me relance pas trop, donc je pense qu'elle aussi, elle a senti. Les psys, souvent, ils ne disent pas quand c'est fini, en fait, la thérapie. Ils ne disent pas, bon, c'est bon, merci, bonne continuation. Non, en général, les rendez-vous s'espacent un peu naturellement et la relation se dissipe petit à petit. Mais après, je sais très bien que si j'ai un souci, tu vois, je peux la recontacter et y aller. Oui. Sans problème. Tu vois, elle connaît mon dossier, elle me connaît et elle saura me rassurer, tu vois. Donc, c'est pratique parce que du coup, c'est toi aussi qui décides quand tu as besoin d'y aller. C'est pas mal. Mais il faut en avoir conscience. Il y a aussi des gens, tu vois, qui sont parfois dans des situations très difficiles et qui n'ont pas ce réflexe-là, ou qui se disent que le psy peut pas l'aider, peuvent pas les aider, etc. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment un recul sur ce que je vis et ce que je ressens. Et ce qui me permet d'avoir cette démarche-là, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément ce recul-là, ou qui se sentent très seuls, ou qui se sentent démunis, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc là, c'est l'entourage aussi qui doit prendre le relais parfois. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas. Grave. Ouais. Et tu dirais que les crises d'angoisse, c'est un truc qui arrive combien de fois sur un mois ? Chez moi, là, en ce moment, ça peut-être une fois, 2 fois par mois, grand max. Et quand t'es dehors, du coup ? Plutôt quand t'es dehors ? Plutôt quand je suis dehors. Plutôt quand je suis dehors. Après, tu vois, je sais que... Tout à l'heure, tu parlais du contexte. Là, j'y repense en même temps que je parle. Moi, je suis très migraineuse. Tu vas te dire, c'est quoi le rapport ? Je suis très migraineuse et je fais beaucoup de migraines avec aura. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vois un truc autour de ta tête ? Ouais, t'as des troubles de la vision, du champ visuel. Donc, migraine avec aura, allez regarder sur Internet, c'est très bien expliqué. Ça peut aller jusqu'au vomissement et tout. Enfin, vraiment des migraines très fortes. Et ça, j'en ai 4 fois dans l'année, tu vois, on va dire. Et les migraines, c'est comme pour tout, ça peut être dû à plein de choses diverses et variées.
Et en fait, j'ai refait des migraines assez fortes comme ça dans les 2 dernières années. Et en fait, quand j'ai vécu ces migraines, je me suis dit: «Non mais attends, si ça m'arrive un jour où je suis toute seule avec mon fils, enfin vraiment, je peux rien faire en fait». Mais là, ce que tu dis, c'est fou parce que ça fait vraiment écho à ce que tu disais sur la confiance en soi. Exactement. C'est que du coup, La façon de gérer le truc. c'est que tu as peur de pas être capable, C'est ça. de pas... Et en fait, c'est à partir du moment, c'est un peu ça qui a déclenché à nouveau des crises d'angoisse plus récemment. Vraiment en me disant: «Putain, si ça m'arrive à ce moment-là, je sais pas quoi faire, je vais être démunie, personne va pouvoir m'aider, je suis bloquée». Tu sais, du coup, tu vois rien, donc si je suis dans le train à ce moment-là, Oui. faut attendre que ça passe, machin. Après, t'as trop mal à la tête, enfin bref. En gros, il y a un côté un peu pas hypocondrie, tu vois? Je dirais pas ça, mais en tout cas, Toi, tu trouves que t'es hypochondriaque ou... je suis pas hypocondriaque, parce que dans le sens où au moindre symptôme, je me dis pas que j'ai un truc extrêmement grave. Mais par contre, encore une fois, je suis très à l'écoute de mon corps, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc dès que j'ai un truc bizarre, ça me stresse. Je me dis, oh là là, j'ai un truc, ça va pas aller aujourd'hui, tu vois. Donc c'est très bien d'être à l'écoute de son corps, mais il faut pas être non plus dans la survigilance, à aller chercher. Tiens, aujourd'hui, comment je me sens? Ah, j'ai un petit peu, j'ai un peu mal au dos, c'est bizarre. Peut-être une hernie discale. Exactement. Donc voilà, faut lâcher prise. Moi, vraiment, c'est là-dessus que j'essaie de travailler. Lâcher prise, ça m'arrive, ça m'arrive. Encore une fois, je veux pas mourir, ça va aller, ça va Ça, bien se c'est bien passer. parce que du coup, en fait, ça t'arrive. Et puis du coup, c'est ta réaction qui va déterminer aussi si c'est un big deal ou pas, en fait. Exactement. Si toi, ça arrive et tu te dis, bon, bah ok, c'est bon, encore C'est ça. une, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, peut-être que justement, grâce à ça, tu arriveras que ça n'arrive plus, parce que du coup, tu auras fait en sorte que c'est pas quelque chose de si grave que ça. C'est ça. Il faut prendre du recul en fait sur les situations. Et dès qu'on a le moindre truc qui nous inquiète, aller consulter. Parce que pareil, les migraines, moi je suis en début d'année, je suis allée consulter pour ça, alors que ça fait depuis l'adolescence que j'ai ça, tu vois. Mais vraiment par période, pareil, très espacée. Et quand ça arrive, ça prévient pas. Et donc j'ai décidé d'aller voir mon médecin pour ça, pour essayer de comprendre pourquoi j'avais ça, quelles pouvaient être les raisons, etc. Parce que ça m'inquiétait, tu vois. Et que ça a généré justement un peu d'angoisse par rapport à ça. Donc ça fait partie un peu pas du contexte, mais des éléments un peu déclencheurs de cette anxiété. De me dire, attends, si je me sens pas bien à un moment donné, comment je vais réussir à gérer? Donc, ouais. Voilà. Et tu as déjà rencontré d'autres personnes qui étaient comme toi, qui faisaient des crises d'angoisse? Alors moi, j'ai quand même des amis, des potes assez stressés dans la vie, de tous les jours. Quand souvent, on devient amis avec des gens qui nous ressemblent. Voilà, exactement. Et je connais quand même des gens qui ponctuellement ont des crises d'angoisse. Alors moi, je travaille beaucoup sur la question de la santé mentale dans le cadre de mon boulot dans la musique. Et donc, il y a énormément d'artistes qui souffrent de troubles psychiques, mentaux et autres. Il y a une corrélation, ça, entre troubles mentaux et musique, enfin... Ah ouais, il y a carrément beaucoup de sujets là-dessus et c'est de moins en moins tabou. Donc je sais pas s'il y a de plus en plus de gens qui vont mal ou si on en parle de plus en plus. C'est toujours le ouais, c'est ça, c'est toujours le même sujet. Mais dans la musique, il y a beaucoup de gens, notamment dû à la précarité du statut d'intermittent. Plein de choses, c'est passionnant. Et c'est aussi, tu vois, je me suis rendu compte que plus je m'intéressais au sujet de la santé mentale, plus moi-même, je développais aussi des formes de crise d'angoisse, d'anxiété et tout, parce qu'il y a une forme aussi de projection, tu vois. C'est pas du lâcher-prise, là. Non, je me dis, ah ouais, il y a ça, les troubles mentaux, c'est ça. Ah ouais, en fait, c'est peut-être ça que moi, je suis en train de vivre aussi. Enfin, du coup, plus tu te surinformes aussi, plus tu génères de l'anxiété ou voilà, tu psychotes un peu sur le moindre truc. Donc, il faut garder ses distances. C'est pas donné à tout le monde de travailler dans le milieu de la santé. Et moi, c'est pas ma formation initiale, donc effectivement, il faut pouvoir s'intéresser à ces sujets-là sans pour autant trop paniquer au moindre truc. Et quand tu dis que tu as fait une formation formation sur la santé mentale, ça consiste en quoi? Alors du coup, au même titre que la formation premier secours qu'on propose aux citoyens, qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais qui l'est pour les salariés en général. Donc moi, j'ai fait cette formation. Et en fait, dans le cadre de mes fonctions, j'aborde beaucoup la question de la santé mentale. Et donc, j'ai voulu me former à la question des premiers secours en santé mentale, qui existe aussi depuis peu de temps, qui a été, je crois, ramené des États-Unis, si je ne me trompe pas. Et c'est très intéressant. Sur 2 jours, on vient traiter tout plein de questions autour de la santé mentale. Donc, c'est 2 jours un peu intenses. Et je pense qu'il faut être aussi dans une bonne période soi-même pour venir ingurgiter tout ça, parce que on parle de plein de choses douloureuses, et parfois ça peut réveiller des choses chez les gens, donc ils sont hyper bienveillants justement
Moi, j'ai fait ça avec l'INFIP, mais il y a plein de structures qui proposent ça. Ils sont hyper vigilants, tu vois. Il y a des trigger warnings un peu à tout va, parce qu'on vient parler de burn-out, de dépression, de suicide, d'anxiété, d'attaque de panique, de crise d'angoisse. Donc, quand ils ont parlé de ça, je m'y suis bien retrouvée dedans. Mais c'est intéressant. Encore, tu vois, une information en plus qui vient quand même faire un petit bagage supplémentaire pour aussi faire face à tous ces sujets-là. Et savoir mieux entourer aussi les gens qui souffrent. Oui, parce que le but de cette formation, c'est quoi du coup? C'est d'être mieux renseigné sur la santé mentale et de devenir secouriste en santé mentale. Et ça consiste en quoi? Ça veut dire que tu croises quelqu'un dans la rue qui est pas bien, soit qui est en crise délire psychotique, quelqu'un qui... Ah, même ça, vous pouvez y aller? Parce que c'est dangereux quand même, des fois. Évidemment, différents degrés, quoi. L'idée, c'est pas d'aller soigner la personne, mais c'est de la secourir. Et donc d'alerter les secours. Exactement. Au même titre que la formation premier secours classique. Oui. Notre but, c'est vraiment de savoir reconnaître des situations ou des crises et d'alerter les secours ou d'accompagner la personne. Tu as quelqu'un que tu croises au boulot qui se sent pas bien depuis des semaines, qui montre toutes les formes d'un burn-out ou d'une dépression ou je ne sais quoi, d'autres encore. Savoir la conseiller aussi, tu vois. Donc évidemment, on n'est pas professionnel de santé, mais on a ces petites savoir infos, repérer les signaux. Exactement. Et ça, tout le monde devrait être formé, au même titre que les premiers secours classiques d'ailleurs. Ça devrait être fait à l'école. Exactement. Au collège, en même temps que ces formations-là. Ouais. Après, je pense que ça arrivera peut-être avec les années, parce qu'on parle de plus en plus de ces sujets-là. C'est quand même beaucoup démocratisé. Les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de choses qui, je pense, sont nouveaux à l'école. Moi, je sais que j'ai fait un reportage à La Rochelle. Et en fait, ils avaient mis une borne interactive sur les préventions sur les violences sexistes et sexuelles. Okay. En fait, c'est une borne, c'est un projet du gouvernement. Et c'est une borne qui venait de manière ponctuelle avec un chargé de médiation, quoi. Oui, quelqu'un qui était formé par le gouvernement pour délivrer cette formation-là. Et en fait, c'était, je crois, 1 heure avec d'animation. Et en fait, c'était un peu interactif. Donc, les enfants devaient aller taper sur la borne pour choisir un sujet. Et par exemple, tu vois, il y avait quelles sont les parties que les personnes n'ont pas le droit de toucher. Il fallait cocher les parties. Et donc, c'est un peu un petit jeu. Et après, ils parlaient du sujet, etc. Et ce qu'ils avaient le plus marqué, c'était des collégiens, c'était la notion du consentement. Ce qui les a le plus marqué, c'est en fait, mon entraîneur de sport n'a pas le droit de rentrer dans mon vestiaire sans toquer ou des choses comme ça. Tu vois. Et en fait, quand il y a eu beaucoup de révélations aussi sur des violences dans le monde du sport, notamment, il y a eu pas mal sur le patinage artistique, ces dernières années, il y a eu pas mal d'affaires. Et du coup, ils se sont dit, quand même, le collège, c'est quand même un moment charnière avec les professeurs, avec le sport. Ouais, et puis le média sport, pour le coup, il est hyper intéressant. Voilà. Les gamins sont à fond dedans. C'est ça. Sauf que du coup, ça peut créer une forme de lien très profond avec ton entraîneur. Ouais. Et si tu sais pas trop c'est quoi les limites entre c'est un ami, c'est un entraîneur... Donc j'ai trouvé ça génial et je me suis dit bon, c'est un petit truc, hein, c'est une petite formation. Mais je me suis dit moi j'ai pas eu ça au collège. Non, nous on nous parlait pas beaucoup de ces choses-là à l'époque. Et c'est vraiment que là c'est intégré dans les programmes scolaires parce que même dès la maternelle, tu vois, mon fils aussi il a là toute une thématique autour de l'égalité des genres. Dès la maternelle. C'est cool. Donc c'est chouette. Et effectivement, la prévention sur le champ de la santé mentale, ça devrait être aussi intégré au programme et peut-être que ça le sera dans quelques années. Ça. On en parle de plus en plus, effectivement. Donc, et depuis le Covid d'ailleurs, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les gens allaient très mal. Exactement. En fait, je pense qu'on s'est... En fait, comme la société s'est mise sur pause, il y a eu un truc de « ok, on reset ». Exactement, Et je pense qu'il y a vraiment eu ce truc de... Et puis, en fait, les gens étaient enfermés chez eux, c'était une situation qui était anormale. Et je pense qu'il y a eu ce truc de, bon, là, collectivement, on sait tous que on vit tous la même chose. Pour une fois, on fait société où on vit tous la même chose. C'est clair. Et en fait, on est tous conscients de se dire qu'être enfermé chez soi, sans contact social, c'est pas du tout sain. Et donc, c'est là où on a commencé à mettre le doigt, à se dire, en fait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ensemble, quoi. C'est ça. Ça a été un vrai truc. Bon, faut pas capitaliser dessus, mais je trouve qu'en effet, on n'a pas assez non plus capitalisé sur ça. Sur la santé mentale, oui, mais sur le fait, par exemple, de faire société et de... les gens ont vite oublié. Hein.
Exactement. Là, on est retourné clairement comme avant 2020, chacun pour sa pomme. Et c'est ça, moi, vraiment, je suis peut-être un peu trop altruiste. Du coup, c'est peut-être autant un avantage enfin, une qualité qu'un défaut. Mais vraiment, en fait, le côté où on se rend compte dehors que plus personne ne se regarde, les gens sont individualistes, ils sont aigris la plupart du temps et tout. Vraiment, moi, ça me dépasse. Tu sais, ça me désespère. Des fois, je me dis, en fait, on peut compter sur personne. Bah, Ce qui est très négatif, hein, mais... en vrai, je pense que des fois, on est surpris, justement. Parce que Exactement. comme on n'a pas l'impression qu'il va avoir une Ouais. réaction ou autre, Mm. bah, quand ça arrive, on est surpris. Parce qu'on se dit, ah, bah, en fait, lui, il a des sentiments, il a des émotions, il n'est pas juste sur Ouais, sur son c'est ça, téléphone. c'est comme ça. vraiment- C'est un humain, en fait, il respire. Ouais, c'est ça. Il y a aussi beaucoup d'a priori, effectivement. Et voilà, je Et pense. ouais, c'est vraiment pas, ça se vérifie pas forcément. Enfin, effectivement, Non. c'est plus des choses qu'on se dit, mais qui, Mm. effectivement, on peut être surpris aussi de l'humanité de certaines personnes. C'est ça. Bah, des fois, je trouve qu'on est agréablement surpris, en tout cas, je trouve. Mais après, moi, j'ai pas non plus beaucoup d'exemples. Enfin, je suis beaucoup à Paris aussi, donc j'ai un peu le pire, je pense, pas de Ouais, l'humanité, bah, mais bon, voilà. Non, mais il faut croire en l'entraide et en la solidarité. Mais en vrai, moi, je suis assez convaincue que ça sera toujours là. Et forcément, ça revient de manière... ça remonte en flèche dès qu'il y a des choses qui nous rassemblent. Là, par exemple, je trouve que la guerre... je sens un truc où les gens ils sentent que potentiellement va falloir aussi peut-être un peu plus bienveillant parce que là on vit notre petite routine et tout, mais en fait bon. Bah oui, c'est ça. Il faut peut-être essayer de se soutenir les uns les autres. Ouais. C'est ça. Donc ouais, tout ça effectivement, ça joue aussi sur l'état anxieux des gens. Mais je pense que tout le monde n'est pas forcément bienveillant non plus en fait. Non, et puis encore une fois, il y a plein de gens qui projettent aussi sur les autres leurs propres peurs. Donc quand tu es en couple avec quelqu'un de très anxieux, par exemple, ça peut être très difficile aussi de soutenir l'autre, hein, je peux comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas forcément aussi informés, et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en parler librement. Informés de ça et ne savent pas comment accompagner les gens qui souffrent de troubles mentaux. Voilà. Donc ouais, c'est important d'en parler, de faire de la prévention, vraiment, sur tout ça. Ouais. Carrément. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le fait d'être une femme aussi, hein, c'est un contexte... Anxiogène. Anxiogène. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance, en plus, en tant qu'artiste, tu vois, par exemple, à avoir un manque de légitimité, enfin, à ressentir un manque de légitimité, me sentir beaucoup moins en confiance que n'importe quel autre artiste masculin, par exemple. Un besoin de reconnaissance qui est quand même aussi là au quotidien dans plein de contextes. Donc, tout ça aussi... Je trouve, de toute façon, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais il y a quand même, je pense, beaucoup plus de femmes anxieuses que d'hommes. Par contre, l'avantage des femmes, c'est qu'on en parle beaucoup plus facilement, qu'on va voir des psys beaucoup plus régulièrement, etc. Mais c'est en train de changer un peu quand même. Les hommes se libèrent un peu à ce niveau-là. Bah, c'est que nous, on nous responsabilise plus tôt. Mais parce qu'on a dit que voilà, sous prétexte qu'on avait des menstruations, il fallait nous responsabiliser plus tôt. En fait, les hommes, ils ont aussi, ils deviennent aussi adolescents. Ils ont aussi, ça change aussi. Leur corps change aussi. C'est sûr. juste que c'est pas forcément physique comme nous avec les menstruations. Mais il y a de la barbe qui pousse. La puberté, c'est aussi quelque chose. C'est hardcore. Hein. Franchement, moi, je me rappelle de ma puberté, enfin pas de ma puberté, mais de l'adolescence, etc. Ça a été très compliqué aussi à vivre, vraiment. C'est là où il y a des traumas, justement, qui se créent. Voilà, ça fait partie de nos vies, hein, à toutes et tous. Mais vraiment, c'est pas simple, quoi, que ce soit pour les garçons comme pour les filles. Donc, en tant que parent, justement, aussi, accompagner les gamins aussi sur toutes ces transitions-là... Parce que ça crée quand même pas mal de bouleversements, quoi. Toi, du coup, je crois que c'est la première fois que je reçois une maman sur mon podcast. Du coup, en vrai, on peut en parler un petit peu aussi. Carrément. Hein. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu essayes de lui transmettre dans son éducation, où tu te dis, bon, bah voilà, là, j'ai envie qu'il soit éduqué sur ces sujets-là, j'ai envie que ce soit un fils, un garçon qui grandisse dans un monde comme ça Bah écoute, il y a plein de choses sur lesquelles on est vigilant avec son papa. Effectivement, la question des émotions, ça a toujours été important. Moi, mon fils, je lui ai toujours beaucoup, beaucoup parlé. On en parlait tout à l'heure, mais vraiment, même quand il était bébé, tu vois, genre, je lui racontais pas ma vie non plus, hein, mais voilà, je l'ai toujours lu, on lui a toujours lu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses sur des sujets très, très, très variés.
La question des émotions, tu vois, moi je lui demande régulièrement, il a 6 ans, hein, donc je lui demande régulièrement c'est quoi ta météo du jour, tu vois. Faut qu'il arrive à exprimer un peu avec C'est des trop images. mignon, la météo. ses C'est comme le émotions. petit curseur là où tu peux mettre Ouais, c'est ça. soleil, Exactement. nuageux. Voilà. Enfin, Donc souvent il me dit là c'est soleil et arc-en-ciel. Je lui dis t'es sûre Elliot, il n'y a pas de petits nuages et tout. Il dit non, aujourd'hui c'est soleil et trop arc-en-ciel. mignon. Puis des fois bon bah c'est très mignon à cet âge-là parce que les seuls soucis qu'ils peuvent avoir c'est quand ils sont un peu malades ou tu vois, donc quand il me dit un petit nuage parce qu'aujourd'hui j'ai un peu mal au ventre. Tu dis ah là là, profites-en parce que non mais voilà, tu vois, c'est très léger hein, et c'est cool et c'est ça qui est chouette hein, quand t'es parent aussi, c'est que tous tes soucis Oui, tu relativises. tu relativises beaucoup plus. Et ta priorité change un peu de camp aussi. Là où vraiment tu peux être très axé sur ton boulot, etc. Quand tu as des gamins, moi je le dis à tous mes collègues, ton prisme il change complètement. Moi, ma priorité aujourd'hui c'est mon fils. Évidemment, c'est ma santé mentale, ma santé physique et autres. Parce qu'il faut être en bonne santé pour s'occuper d'un enfant quand même, c'est quand même mieux. Mais vraiment, c'est lui ma priorité, tu vois. Le boulot, moi je ne veux pas me tuer au travail, quoi. Je me suis jamais tuée au travail, évidemment, mais voilà, ça change quand même de perspective, enfin de prisme. Voilà. Ouais, parce Donc, que tu te dis, c'est une conception de la vie aussi. Tu te dis, bah la vie, elle est courte, j'ai envie d'en profiter avec les Exactement. personnes que j'aime, c'est ça C'est qui est exactement important. Ouais. Donc en vrai, c'est logique. Mais Exactement. tout le monde ne fait pas ça. Oui, et puis c'est facile à dire. Hein. Évidemment que c'est passionnant aussi d'avoir un métier qu'on Oui. adore, et voilà, mais c'est vrai que quand tu as un gamin, tu changes un peu de priorité. Mais voilà, donc du coup, essayer de lui inculquer voilà, plutôt le fait de... Moi, ce que je lui ai toujours dit, le plus important dans la vie, c'est de rigoler et de faire des câlins. Dans le sens d'être tendre avec les autres et puis de rire, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est quand même un petit clown en classe qui est très bavard. Mais bon, voilà, on va pas non plus trop les brider, les gamins, c'est De toute intéressant façon, on ne aussi, peut pas faire parfait. Exactement. On ne pourra pas éduquer l'enfant parfait, c'est ça. je pense. Après, c'est vrai que quand ton enfant rentre à l'école, il rentre quand même dans une case. Enfin, en tout cas, on essaye de le faire rentrer dans une case. Parfois, c'est un peu saoulant, quoi, parce que tu as aussi envie que ton enfant il se développe à sa manière, évidemment en respectant les règles de la collectivité. Et voilà, c'est normal, être citoyen, c'est ça aussi. Mais voilà, d'être dans la légèreté aussi, tu vois. Pas de leur mettre la pression dès le départ. Moi, je trouve que le système scolaire est assez... on n'a rien changé, en fait, par rapport au système scolaire des années 50, 60. Ouais. On est toujours assis sur des chaises. Exactement. Ça manque de jeu, Ouais. de pédagogie un peu ludique et tout. Alors, il y a peut-être évidemment des enseignants et des enseignantes qui sont à la marge et qui proposent des choses, des méthodes différentes et tout, mais c'est vrai que... Et je trouve que ça les met assez rapidement dans une pression, justement, qui va générer de l'anxiété. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à notre fils, c'est vraiment... essayer le moins possible de se mettre la pression. Si t'as pas réussi, c'est pas grave, c'est à cet âge-là aussi que ça se joue, tu vois, la question de l'échec, de la compétition un peu aussi quand même parfois, tu vois, essayer de déjouer un peu ces trucs-là, de dire t'as fait de ton mieux, c'est pas grave. Et je dis ça, encore une fois, c'est la théorie, hein. En pratique, tu vois, notre fils, il est assez dur avec lui-même, tu vois. Oui, ça vient de lui tout seul et vous essayez de désamorcer, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment essayer, enfin en tout cas moi j'essaye au quotidien d'apporter un peu de légèreté autant que je peux, parce que encore une fois je suis quelqu'un d'anxieux, donc je sais que des fois sans m'en rendre compte je lui transmets des choses, je suis tout le temps en train de lui dire attention tu vas tomber, ou attention ceci, mais non, c'est attention tu peux tomber, c'est possible mais ça va pas arriver, tu vois. Désamorcer aussi des trucs, parce que moi je me rendais compte quand il était bébé, et c'était une assistante maternelle qui m'avait dit ça, ne pas dire tu vas tomber, attention tu vas tomber, c'est attention tu peux tomber, c'est-à-dire que c'est Ah ouais, supposition. J'avais jamais pensé à ça. Voilà, c'est pas tu vas, ça veut dire que ça va arriver, tu vois. Donc là, tu as déjà le côté un peu du coup, anxieux, tu projettes tes insécurités sur la personne. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant de changer un peu son discours. Et c'est pas facile, hein. Franchement, pas facile du tout, surtout quand tu es anxieux et que tu as peur un peu qu'il arrive un truc à ton gamin au moindre coin de rue. C'est chouette, ça se voit que tu travailles vraiment sur ça et que tu essayes d'en faire une force finalement. Et... Ouais, faut s'accepter comme on est, en fait. Et encore une fois, je dis ça, c'est facile à dire. Et je sais que ça sera pas tous les jours, j'aurai pas toujours tous les jours ce discours-là. Et il y a des jours où je suis dépassée par les événements et où ça me gave d'être stressée, ou angoissée pour un rien. Voilà, mais vraiment, il faut essayer d'accepter le truc. On est comme on est, encore une fois. Faut vraiment bien s'entourer, oser en parler et faire face, en fait, aussi.
Malheureusement, on est un peu contraint de Mais faire face aussi à Mais ça. je trouve quoi. qu'être doux avec soi-même, c'est la clé. Ouais, complètement. Pour plein de choses, hein, d'ailleurs, pas que pour l'anxiété, hein, mais Ouais, pour tout. essayer d'être indulgent avec soi-même et puis s'aimer soi, en fait. Encore une fois, c'est bateau, hein, ce que je dis, mais vraiment, Non, mais c'est vrai. s'accepter, s'aimer, se dire, comme tu disais tout à l'heure, hein, on fait avec notre corps, avec notre mental toute notre vie, donc autant essayer de faire ça bien. C'est ça. C'est Toi, pas essayer de se toujours faire du facile. bien et de faire du bien aux autres Exactement. tant qu'on peut, quoi. Et j'en ai pas parlé, mais moi, c'est vrai que j'ai adopté aussi, j'essaye, c'est pas toujours possible, surtout quand tu es musicienne et tout, et c'est ça que je défends avec les artistes que j'accompagne notamment, c'est vraiment l'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, même si la psy, elle le cite pas dans les 3 trucs qui permettent de faire face à l'anxiété. Parce qu'elle est psy, elle est pas naturopathe. Non. Avoir un psy, effectivement, ça a un certain budget, à savoir qu'il y a quand même des mutuelles qui remboursent un certain nombre de séances chaque année. Moi, j'en ai 4 ou 5, je crois. Effectivement, c'est un budget, mais en fait, moi, je l'avais prévu dans mon budget, ce truc-là. Enfin, je me suis dit, c'est une priorité. Ouais. J'ai un budget limité, mais ça, c'est une priorité. Au même titre que je vais aller faire mes ongles, je vais aller chez le psy. Non, mais c'est con à dire comme ça, mais tu vois, c'est Non, prévu ouais. dans mon budget Oui. et c'est indispensable. Ça fait partie de la façon dont je prends soin de moi, en fait. Et donc oui, c'est un budget, ça c'est sûr. Si jamais on n'a vraiment pas de budget, faut pas hésiter à se rapprocher aussi de la médecine du travail. Il y a effectivement aussi des psychiatres qui sont plutôt remboursés quand il y a des ordonnances du médecin traitant, donc pas hésiter aussi. Mais bon, il y a toujours un moyen d'aller consulter. Mais c'est vrai que la naturopathie, toutes ces choses un peu alternatives, c'est bien. Par contre, il faut quand même faire attention. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui surfent un peu sur la vague santé mentale. Moi, je le vois avec les artistes, notamment dans la musique. Hein, beaucoup de personnes qui se disent coach en santé mentale, mais qui n'ont pas forcément de formation, qui se font beaucoup d'argent avec ça aussi. Il faut se méfier. Il ne faut quand même pas non plus tomber Je suis d'accord. dans des trucs un peu louches. Pour moi, il n'y a rien qui remplace un psy et un psychiatre, et c'est son métier. Après, tu peux donner des conseils, tu peux donner des outils, mais le côté expert et coach, j'avoue que ça me dérange un peu. Les coachs de vie et tout. Ça me dérange un peu. Bon, après, il y a ça a peut-être fait beaucoup de bien à certaines personnes, mais en tout cas, il faut vraiment se renseigner avant, essayer de voir les pour et les contre. C'est pas... Voilà. En fait, c'est que la santé mentale, on en a tellement parlé que c'est devenu un produit marketing sur les réseaux. Ouais. Que ce soit avec des marques, que ce soit avec des influenceuses, etc. Donc, il y a du bon et du moins bon. Ouais. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire le tri là-dedans. Quoi. Et donc, pour revenir à l'hygiène de vie, effectivement, truc bateau. Mais vraiment, moi, j'ai arrêté tous les excitants. Caféine, le café, en tout cas, j'en bois plus. Je bois plus que du matcha. Et pas trop non plus, parce qu'on le disait tout à l'heure, mais c'est quand même chargé en caféine, c'est un excitant. Donc, quand on est nerveux, quand on est anxieux, ça majore. Moi, je buvais du café, pas beaucoup. Hein, j'en buvais juste un le matin avec du lait, tu vois, café au lait. Je suis pas une vraie buveuse de café. Mais ça avait tendance vraiment à me faire monter en pression. Vraiment, je me sentais hyper stressée et tout. Ouais, tachycardie et tout, parce qu'en fait, ça augmente ton rythme cardiaque, puis ça redescend. Ça fait vraiment un pic, en fait. Et si déjà, de base, t'es un peu anxieux ou quoi, c'était mort. Vraiment, c'était pas très agréable à vivre. Et j'avais tendance, de temps en temps, à fumer ponctuellement. Et pareil, j'ai commencé sur des périodes où j'étais pas très bien mentalement, on va dire, où j'étais un peu fébrile, à développer une dépendance que j'avais jamais développée auparavant, tu vois. J'ai jamais été dépendante de la cigarette. Et en fait, j'ai commencé à ressentir la nervosité du manque, tu vois. Je dis, voilà, là, c'est bon, j'arrête direct. Et en fait, j'ai arrêté à ce moment-là vraiment les conneries, on va dire. Alors, c'est encore une fois facile pour moi parce que j'ai jamais été dépendante. Je sais que pour les vrais fumeurs, fumeuses, c'est très compliqué. Mais vraiment, si vous êtes anxieux, en fait, la cigarette, elle donne l'impression de vous relaxer. De relaxer. En fait, c'est un excitant. Et moi, ce que j'ai compris aussi plus tard, c'est que la cigarette, pourquoi on va avoir envie de fumer quand on est stressé, c'est que ça nous fait respirer. En fait, c'est que on va inspirer, souffler, et en fait, faut juste respirer sans cigarette. Je recommande vraiment d'arrêter la cigarette, ou en tout cas progressivement pour les gros fumeurs, et de remplacer ça par des petites séances de cohérence cardiaque. Il y a des applis très bien. Donc, moi, j'ai pas été très rigoureuse avec ça. Je sais que c'est difficile de trouver du temps pour le faire. Moi, j'ai essayé d'être rigoureuse à un moment donné sur ça. Et c'est important justement pour rééduquer le système nerveux. Oui. C'est ce que m'avait dit ma psy. Elle m'a prescrit, en fait. Elle m'a dit pendant 3 mois, matin, midi et soir, vous faites 5 minutes de respiration, comme je disais tout à l'heure. Je mettrai les petites applis en description. Carrément. Franchement, réservez-vous ce temps-là et on fait rien d'autre.
On fait que ça par contre, hein. On fait pas ça en même temps qu'on est sur l'ordinateur ou au volant. Moi, ça m'est arrivé au volant et ma psy m'a dit non mais par contre au volant c'est un peu risqué si vous n'êtes pas très attentive à ce qui se passe autour. À la limite, vous arrivez sur votre lieu de travail, vous vous garez, vous faites vos 5 minutes et hop vous allez bosser quoi. Mais ce qui est très dur, je trouve, c'est enfin, quand on a envie aussi de se guérir et quand on a envie de se faire du bien, des fois on a envie de faire plein de choses et tout en même temps. Exactement. Et il y a un côté Ouais. aussi hyper anxiogène. Enfin, moi j'ai eu un peu eu ça aussi. Et des fois, juste se dire non, mais là, je vais rien faire, je pense à rien. Et en Ouais. fait, des fois, c'est ça qui te fait le plus de bien, Ouais. quoi. Moi, je connais pas vraiment les troubles anxieux généralisés, etc. Il y a des choses qui vont nécessiter aussi des traitements médicamenteux. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu à prendre d'anxiolytiques, même si on les a prescrits. J'en ai jamais pris. Par contre, j'ai pu prendre ponctuellement, on m'avait prescrit des antihistaminiques, donc qui n'ont pas le côté dépendance. Ça, c'est pourtant c'est quand t'es allergique au pollen, non? Ouais, et en fait, ça vient calmer le système nerveux. Et du Mmh. coup, il n'y a pas le côté, comment on appelle ça, dépendance, enfin le côté Oui. accoutumance. Tu peux pas t'habituer à ça. Donc, t'es pas comme les anxiolytiques qui sont quand même pas ouf en termes d'accoutumance. Tu t'y habitues vite. Et du coup, en général, il y a beaucoup de gens qui prennent ça Ouais. sans thérapie. Et quand ils doivent se sevrer aussi, c'est Ouais, super dur. c'est ça. Enfin, je vois pas mal de gens sur les réseaux qui disent ma vie était trop bien, j'étais 1 an sous sertraline ou je sais pas quoi, et puis Ouais. là, il va falloir que j'arrête. Et Bah, puis faut faire face en fait. et ils disent j'ai peur, tout va remonter et tout. Mm. Et moi, personnellement, j'ai jamais pris d'antidépresseurs, de médicaments, donc je sais pas ce que ça Ouais. fait. Mais je pense que je supporterais pas de devoir être dépendante d'un truc et de me dire qu'un jour je dois l'arrêter et que je vais devoir refaire sans. Enfin, Ouais. après, je suis pas du tout anti-médicaments vis-à-vis de Non, ça. moi non Enfin, plus, ouais. je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui en prennent et pour qui ça a été vraiment bénéfique. Bien sûr. Ça a régulé un truc Mm. dans leurs émotions. Elles ont bien été accompagnées par des professionnels. Elles Toujours, ont pu ouais, c'est ça arrêter. qu'il faut, ouais. Elles ont pu les arrêter parce qu'il faut pas les prendre, comme tu dis. Ouais, il faut pas les arrêter, bah, surtout les en continu. antidépresseurs, hein, faut pas les arrêter net, faut vraiment être suivi. Moi, enfin encore une fois, on m'a jamais prescrit, donc pareil, et je suis pas du tout contre les médicaments. J'ai réussi à faire sans. Trop cool. Mm. Bah, merci beaucoup pour cet épisode, c'était trop chouette. Merci Avec à toi plaisir. d'être venue sur Matcha and Talk. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, et j'espère que ça pourra aider les personnes qui vivent ça de près ou de loin. C'est chouette de pouvoir transmettre, témoigner, et voilà, et informer. Et encore une fois, il y a toujours pire que soi, il y a toujours mieux que soi. Il faut essayer d'accepter la situation dans laquelle on est et essayer de se faire accompagner. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Abonnez-vous et n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et partager Matcha and Talk à vos proches.